tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro des Matins du Sénat. Arnaud Montebourg a fait cette année son retour au Sénat. L'ancien ministre de l'économie et du redressement productif de François Hollande a été auditionné par les sénateurs sur la suppression de 1000 emplois dans les usines du groupe General Electric. Il y a 4 ans, Arnaud Montebourg avait qualifié d'erreur majeure la vente de la branche énergie d'Alstom à l'américain. Le groupe General Electric s'était engagé à l'époque à créer 1000 emplois, engagement qu'il n'a pas respecté. Désormais, Arnaud Montebourg demande à l'État d'annuler cette vente de 2014. Je vous laisse écouter son audition. Nous avons le plaisir de vous accueillir aujourd'hui, Monsieur Montebourg, ancien ministre évidemment de l'économie, du redressement productif, comme l'on disait à ce moment-là, et du numérique, aujourd'hui entrepreneur. Monsieur le ministre, le 24 mars 2014 était promulguée la loi visant à reconquérir l'économie réelle, dite loi Florange. Celle-ci, issue d'initiatives parlementaires élaborées dans un contexte difficile d'arrêt des hauts fourneaux de la Moselle, avait pour objectif de protéger l'emploi industriel et l'appareil productif français. Elle prévoyait notamment une obligation de recherche de repreneurs lors de toute fermeture de site. 5 ans plus tard, force est de constater que la dynamique de désindustrialisation, malheureusement, se poursuit. Chaque année, près de 50 000 emplois industriels sont détruits. Depuis 1989, c'est presque 1,5 million d'emplois industriels qui ont disparu, c'est 30% de moins. Cette tendance n'est pas une spécificité française, nous devons bien le dire, mais elle est plus aiguë dans notre pays que chez nos voisins. La part de l'industrie manufacturière dans notre PIB est aujourd'hui environ de 10%, contre pratiquement 13% en Espagne, pratiquement 15% en Italie et surtout pratiquement 21% en Allemagne. Il est vrai que notre économie a bénéficié d'un répit ces 2 dernières années, certains indicateurs sortant du rouge, mais la dynamique de fond n'est pas encore enrayée. D'ailleurs, alors que le gouvernement actuel se félicite de la croissance des investissements étrangers en France, nous voyons de près, dans les territoires, les conséquences des plans sociaux mis en œuvre par des groupes étrangers dans des usines françaises récemment achetées. En mai dernier, General Electric annonçait la suppression de plus de 1000 emplois dans ses activités françaises de la branche gaz. Cela intervient moins de 5 ans après le rachat de la branche énergie d'Alstom par le groupe américain, au cours duquel celui-ci avait pris des engagements devant l'État en matière de création d'emplois. Monsieur le ministre, vous étiez alors au gouvernement. Après avoir évoqué la nationalisation partielle d'Alstom, vous avez finalement avalisé la cession en contrepartie de promesses de General Electric. Peu après, vous quittiez le gouvernement et vous avez récemment déclaré « Cette histoire est une humiliation nationale. La France a été vendue et abandonnée », dénonçant une erreur majeure. Dans le rapport d'information qui est paru en avril 2018, nos collègues Alain Chatillon et Martial Bourquin, qui est ici, relevaient que les discussions portant sur la cession de cet actif stratégique d'Alstom s'étaient déroulées sans information préalable de l'État. De surcroît, cet actif ne tombait pas sous le coup de la procédure d'autorisation préalable des investissements étrangers. En réaction, en mai 2014, le gouvernement prenait le décret auquel vous avez laissé votre nom, incluant l'énergie et les transports parmi les secteurs d'activité sensibles. Au-delà de ces derniers développements, le cas d'Alstom et de General Electric pose la question des outils à la disposition de l'État pour anticiper les cessions d'actifs stratégiques, en particulier à des groupes étrangers, et leurs conséquences sur l'emploi industriel dans les territoires. Ne nous trompons pas, cet enjeu touche tous les secteurs de notre industrie. Je suis récemment rendue avec les sénateurs et d'ailleurs les députés également du Calvados à Cagny, où une sucrerie de Saint-Louis Sucre, rachetée dans les années 2000 par le groupe allemand Südzucker, va arrêter toute production. Et si l'on en croit l'industriel allemand, l'arrêt de la production est motivé par la volonté de redresser les cours mondiaux du sucre, rien que ça. Permettez-moi de rappeler sans ironie que les 2 usines françaises concernées par ce plan ne représentent que 0,4% de la production mondiale. Cette décision pénalise avec certitude 2 bassins de production en France sans qu'il y ait quelconque assurance que cette production sera réduite ailleurs en Europe. J'ajoute que le simple fait de maintenir une activité de stockage dans l'usine, exemple industriel allemand, de ses obligations à la fois de dépollution des sols et de l'application de la loi Florange, cela réduit largement la probabilité de faire prospérer l'offre des acteurs locaux, planteurs betteraviers, de reprendre l'usine pour sauver la production. Les mêmes problèmes se posent donc dans toutes nos filières productives. Monsieur le ministre, avant de vous laisser la parole, voici les questions que je souhaite vous adresser. Au niveau de l'anticipation des rachats d'entreprises et des décisions affectant l'emploi industriel français, l'État dispose-t-il, selon vous, des outils adaptés de surveillance, d'alerte
et de réflexion stratégique. Un décret de mars 2019 a récemment rénové la gouvernance de la politique de sécurité économique qui inclut un commissaire à l'information stratégique et à la sécurité économique et un service de l'information stratégique. Quelle appréciation en faites-vous ? La loi Florange suffit-elle encore aujourd'hui à protéger les emplois industriels des territoires français ? Nous avons vu qu'elle peut être contournée, qu'elle l'est d'ailleurs assez facilement, via le maintien de quelques salariés sur un site, alors que l'on supprime ou que l'on modifie la majeure partie de l'activité. Comment combattre ces pratiques qui vont à l'encontre de l'esprit même de la loi ? Comment distinguer les véritables investissements étrangers productifs, ceux qui apportent du capital à notre industrie et des emplois, et ceux qui sont prédateurs et qui sont préalables à la délocalisation, quelquefois au ce qu'on pourrait appeler le vol de technologie. Le décret, le fameux décret Montebourg et ses élargissements successifs couvrent-ils tout le champ des actifs stratégiques ? Dans le cas des engagements de General Electric, où vous avez pris une part très importante vis-à-vis du gouvernement, pourquoi l'État français a-t-il été impuissant à faire respecter les engagements de General Electric ? Et vous comprendrez bien qu'il en va de la crédibilité de nos politiques publiques. Et puis, dernière chose, la loi Pacte a renforcé le contrôle du Parlement sur l'activité du gouvernement en matière de protection des intérêts économiques. Quelle est votre vision sur cette arrivée, j'allais dire, du Parlement dans les affaires d'intelligence économique ? Voilà, j'ai posé beaucoup de questions. J'étais un peu longue. Monsieur le ministre, je vous cède naturellement la parole. Et puis, je pense que mes collègues vous poseront directement leurs questions. Monsieur le ministre. Merci, madame la... Vous avez un petit bouton rouge. Ouais, sur quel bouton ? Celui-là, voilà. Celui-là. Parfait. Voilà, merci. Merci, madame la présidente, mesdames et messieurs les sénateurs. Merci de cette présentation, finalement, assez crue et cruelle de la situation dans laquelle notre pays se trouve. J'essaierai de répondre. Si j'oublie un des points sur lesquels vous voulez insister, vous me le rappellerez et j'y reviendrai si je n'ai pas eu le temps de tout noter. Nous nous posons la question de savoir, je crois que c'est une vision assez, j'allais dire, lucide de la situation économique. Si un pays comme la France, qui est un grand pays économique, très créatif sur le plan scientifique, technologique, industriel, est menacé par finalement des prises de contrôle qui font migrer les centres de décision de l'avenir de ces unités de production sur le territoire national hors de France. Bon, c'est une vision, il y a 10 ans, qui aurait été condamnée de toutes parts. Chacun aurait dit, mais c'est de la xénophobie économique. Et aujourd'hui, chacun commence à prendre conscience que nous sommes dans une guerre économique où les États adossent des entreprises transnationales pour prendre des parts de marché, attaquer d'autres nations dans leurs ressources économiques, technologiques. Et donc, la naïveté n'est donc plus de mise. Donc, je crois que vous posez, et vous me permettrez de le dire assez librement, la question, en effet, des risques de dévitalisation de notre économie en rapport avec la liberté qu'on a laissée, qu'on a offerte à des investisseurs étrangers de faire leur shopping dans l'économie et l'industrie française. J'ai envie de dire, et l'agriculture. Parce qu'il n'y a pas que l'industrie, il y a aussi l'agriculture. C'est une vision assez mélinienne de la République. Les deux mamelles de la France, l'agriculture et l'industrie. Elles sont bien entamées, bien abîmées. Alors, si je peux livrer une expérience courte, intense certes, mais courte, de ces 2 ans et demi passés à Bercy, avec mandat de me battre pour sauver le plus possible, donc vision défensive, préserver le plus possible, c'est-à-dire ne pas accepter les défaisances, les faillites, les délocalisations, tout ce que finalement la mondialisation présentée comme heureuse a rendu parfaitement normal et possible, et donc presque finalement organisant la puissance de la puissance publique devenant la puissance, de employer ce mot, et je crois qu'il est juste. Qu'est-ce qu'on peut en retirer ? À chaque fois qu'une de nos grandes entreprises transnationales a fait l'objet de mesures de consolidation dans un cadre où ce n'était pas la France qui rachetait, mais c'était d'autres qui rachetaient des entreprises françaises à capitaux
localisés français, historiquement français. Je veux parler des grandes entreprises des 40 premières cotations sur la bourse, Euronext, CAC 40. Eh bien, à chaque fois qu'on a accepté ça, le même scénario s'est toujours réalisé. Toujours, depuis 20 ans. Ça a commencé avec Péchinet, qui est la première, finalement, prise de contrôle agressive, non acceptée par le gouvernement de l'époque. Et j'ai rencontré, à l'occasion des difficultés que nous avons eu à connaître, tous mes anciens collègues, ministres de l'économie. Nous formons une sorte de, j'allais dire, de confrérie des déçus. Hein, de M. Thierry Breton, en passant par M. Strauss-Kahn, tous ceux qui ont eu en charge l'économie de ce pays, à chaque fois ont eu la même histoire. Donc ça a été Péchinet pris par Alcan, vendu à Rio Tinto, démantelé par Alcan et Rio Tinto. Alors il reste des tas d'usines dans tous les sens partout, mais c'était une magnifique entreprise. À l'époque, le gouvernement du président Chirac n'a pas cru utile s'y opposer. Monsieur Breton, en charge, s'est battu comme il l'a pu avec les moyens qu'on lui a laissés, parce qu'il paraissait incongru de se défendre. Après, il y a eu l'affaire Mittal, notre acier, Arcelor. Nous avons connu, sous tous les quinquennats, Chirac, Sarkozy, Hollande et bientôt Macron, les mêmes prises de décision. À partir du moment où vous laissez la prise de décision sortir du territoire national, eh bien, vous avez des intérêts qui ne sont plus ceux de la France. Vous avez des intérêts qui sont ailleurs. Alors, je ne les juge pas. Ce sont des intérêts divergents et différents. Mais vous comprenez déjà, dans une grande entreprise, les intérêts sont déjà françaises, avec un siège social en France, un board français, un capital majoritairement à actionnariat de référence au-delà de 15-20%, le reste, la bourse étant flottante, à peu près avec une sensibilité, j'allais dire, enracinée, on va dire, avec une histoire et une géographie française. Déjà là, vous avez des conflits, parce que quand vous êtes une grande entreprise française, vous avez besoin d'aller conquérir des marchés, donc vous avez besoin d'installer des établissements et des filiales dans les pays pour produire sur place, parce que les gouvernements vous le demandent quand vous voulez prendre des parts de marché. Mais alors, quand vous perdez le centre de décision, vous perdez tout. Donc on a tout perdu dans tous ces secteurs. C'est-à-dire, vous perdez bien sûr le contrôle, mais surtout les laboratoires de R&D, vous avez ensuite les usines de fabrication, et à chaque fois c'est le même scénario. Et je vais vous dire, notre naïveté, c'est de ne pas avoir réagi beaucoup plus tôt. Après, je peux continuer la litanie si vous voulez. Après, en ce qui nous concerne, ce fut Alstom qui a fait l'objet d'une prise de contrôle agressive, inamicale, avec trahison des dirigeants d'Alstom, parce que c'est toujours comme ça. Vous avez toujours des Français qui aident la puissance adverse à s'emparer d'eux. C'est toujours comme ça. Donc on peut considérer que c'est ce qui s'est passé sur Alstom. Il a fallu inventer des stratagèmes, ce décret dont vous avez mentionné l'existence, qui nous a permis d'améliorer les conditions de la négociation, mais là c'est une question à laquelle je réponds de votre part, Madame la Présidente. Je dis, mais est-ce qu'on peut faire quelque chose? Réponse, on peut bloquer les ventes. On pouvait bloquer la vente d'Alstom, puisque j'avais fait arracher ce décret au Premier ministre de l'époque, M. Valls, et que le décret permettait, sous signature du ministre de l'Économie, de dire c'est un actif stratégique, il est hors de question de le céder. C'était une décision, d'ailleurs j'ai défendu dans l'arbitrage collégial, dans le salon vert de l'Élysée, en présence du président de la République, de son secrétaire général, M. Jouyet, son secrétaire général adjoint, M. Macron, le Premier ministre, je crois qu'il y avait encore le ministre des Finances, M. Sapin, nous étions 5 autour de la table, j'ai défendu le blocage de la vente. La décision a été prise par le président de la République de l'époque, M. Hollande, de ne pas bloquer. Donc nous avons les moyens de le faire. Il faut juste prendre son courage à deux mains et défendre la France. Est-ce que nous avons les dirigeants pour le faire? La preuve qu'à chaque fois, maintenant, nous avons des outils. Et on m'avait prédit, sous des questions très agressives de l'Assemblée nationale, que la Commission européenne s'opposerait à ce décret. Je me souviens encore avoir défendu. J'ai dit, mais la Commission européenne n'a rien à voir là-dedans. Elle n'a pas à s'opposer à ce que la France a comme conception de la mondialisation. Il ne s'agit pas d'un problème entre
l'Allemagne, la France, le marché intérieur. D'ailleurs, si moi j'avais eu des contre-propositions à faire, peut-être qu'elles auraient été beaucoup plus européennes que la solution General Electric qui a été choisie et qui nous conduit à subir des décisions plutôt que les maîtriser, à subir les décisions d'une multinationale qui a des problèmes économiques à gérer et qui le fait évidemment au profit de ses propres intérêts américains et au détriment des intérêts périphériques. Belfort passera bien après. Alors, on l'a eu dans ces trois grands sujets, et ça a continué avec Technip. Alors ça, c'est M. Macron, Technip. Technip, et Lafarge-Holcim. Voilà, vous en avez 3 en 5 ans. Technip, c'est la même histoire, sauf que vous avez là aussi un dirigeant, M. Pilenko, qui n'a aucune espèce de reconnaissance pour son pays. Vous avez dans l'actionnariat la BPI quand même, l'Institut français du pétrole. Je rappelle que le Technip est né des brevets de l'Institut français du pétrole, qui a été créé par le général de Gaulle pour permettre à la France, dans le secteur de oil and gas, comme on dit aujourd'hui, c'est-à-dire les huiles d'extraction et le pétrole extrait, d'être un acteur majeur, ce que nous sommes encore, grâce à Total. Voilà. C'était l'époque ELF, Essence Lubrifiant de France. Donc l'IFP était l'outil de recherche publique au service de cette économie-là dont nous avions besoin pour des raisons stratégiques. Et nous sommes retrouvés avec une direction de Technip, M. Pilenko, qui est le président de cette entreprise, actionnariat quand même public, pas majoritaire, mais quand même public, sont allés faire une fausse fusion entre égaux avec une boîte en faillite, dont la valorisation et le contenu de la solidité des actifs a été surévalué sur mandat d'une banque d'affaires américaine qui a menti sur le contenu de ce qu'on achetait, et qu'on n'achetait pas en vérité, puisque c'est FMC qui rachetait Technip. Ce n'était pas une fusion entre égaux. C'est quand même 70 000 salariés dans le monde, Technip. C'est une cotation au CAC 40. Ce n'est pas connu des Français parce que c'est du B2B, c'est pas du retail connu des consommateurs. Mais enfin, c'est fondamental pour notre présence sur la question énergétique actuelle et à venir. Et donc, nous sommes retrouvés avec déménagement du siège social, 700 emplois au siège qui ont été supprimés à Paris, et des gens qui ont reçu des chèques, puisque la totalité du conseil d'administration a été remerciée, a vu ses émoluments multipliés par X. J'ai perdu le chiffre tellement ma mémoire est incapable de, conserver le montant de la trahison. Mais pour moi, ce sont des abandons, et qui ont été décidés. Il était parfaitement possible au ministre de l'économie, sur la base de mon décret, de dire eh bien, cette vente n'aura pas lieu. Alors après, qu'est-ce que nous avons ? Nous avons les syndicats qui débarquent, et le Parlement qui arrive. C'est normal. Et on découvre l'ampleur des dégâts. Le gouvernement fait ça dans son coin. Il n'y a aucune transparence sur ces sujets. Je dois dire que le décret du 14 mai 2014, dont vous avez rappelé l'existence, n'a pas été utilisé. Pour quelle raison ? Il aurait pu l'être parfaitement. Je pense qu'il n'aurait pas pu l'être dans l'affaire Lafarge-Holcim, mais il aurait pu l'être dans Technip, il aurait pu l'être dans Alstom, je l'ai dit, et combien d'autres encore. Donc, nous avons les moyens, premièrement, de bloquer ces pertes de contrôle. Deuxièmement, vous posez la question des engagements de l'État. J'avais, dans la négociation, un peu le dos au mur, dans la mesure où le président de la République me dit « on va vendre à General Electric, donc trouve le moyen pour que ce soit le mieux possible ». Bon, je dis d'abord, la première chose, c'est on nationalise Alstom. D'abord parce qu'Alstom, c'est un bien commun. Je rappelle que le président Sarkozy a nationalisé Alstom, s'il est utile de le rappeler. Et je l'ai rappelé d'ailleurs au président Hollande. Je lui ai dit est-ce que finalement le président Hollande peut faire moins que le président Sarkozy ? Et c'est comme ça que j'ai arraché l'arbitrage face aux conseillers au pluriel de l'époque du président Hollande qui disaient on n'est quand même pas au Venezuela. Que je sache, la présidence Sarkozy ne ressemblait pas à celle du Venezuela. Mais voilà l'état d'esprit auquel nous avons à faire face s'agissant des grands dirigeants de ce pays quand même. Hein. Donc moi, je n'ai pas approuvé cette période. C'était une période de combat intense et interne. J'ai perdu, mais j'ai au moins arraché la possibilité, de faire 3 co-entreprises. Pourquoi on avait fait les 3 co-entreprises ?
Je veux vous le dire, parce que ça a des conséquences aujourd'hui. J'avais dit, bon, ils veulent vendre à General Electric, très bien. Ils trouvent ça certainement plus sexy qu'un accord avec Siemens. On aurait eu plus de mal à trouver un accord avec Siemens, parce que les Allemands sont en position de force au sein de l'Union européenne, mais au moins, on aurait eu les moyens de contrôler l'affaire. Belfort, l'Allemagne, tout ça, c'est... Et les Allemands ne sont pas des gens qui sont insensibles à la question industrielle des emplois. Les Américains se débarrassent en 10 minutes de 10 000 personnes. Les Allemands, ils négocient, ils ont des syndicats, ils comprennent ce que c'est qu'un territoire. Bref, nous avons la même culture du capitalisme régnant de part et d'autre du Rhin. Donc, on pouvait au moins s'entendre sur la façon dont on pouvait adapter l'outil industriel. Bien. En tout cas, cette décision n'a pas été prise. Donc, nous sommes retrouvés avec les Américains qui, eux-mêmes, sont en situation de force. D'abord parce que ce sont des investisseurs importants sur le territoire national, et nous avions un précédent qui était constructif et positif dans l'alliance que l'ancienne SNECMA avait eue avec General Electric sur les moteurs d'avion, c'est ce qu'on appelle c'est le CFM 56. Ce moteur d'avion a été construit par General Electric et Safran à 50-50 depuis 45 ans. D'ailleurs, nous sommes allés à Washington, je crois, en 2014 pour célébrer cet anniversaire. C'est l'exemple d'une coentreprise à 50-50 avec, après-guerre, deux industriels, un français très bon dans l'aéronautique et américain très bon dans l'aéronautique. En fait, c'était les sous-traitants de Boeing et du futur Airbus qui se mettent d'accord pour faire le moteur qui va prendre la principale part de marché dans le monde. Il y a aujourd'hui dans le monde un CFM 56 qui atterrit ou se pose toutes les 2 secondes. C'est vous dire la puissance que cette co-entreprise avait réussi à créer. Donc moi j'ai dit aux Américains, et j'ai obtenu l'autorisation du président, de négocier 3 co-entreprises sur ce modèle-là, en disant on va se mettre d'accord sur 3 sujets qui concernent l'avenir. Alors l'avenir c'était quoi? C'était le nucléaire. Nucléaire, on ne va pas l'abandonner comme ça, donc on l'isole et on le met dans une co-entreprise avec une golden share de la France, c'est-à-dire un droit de veto du gouvernement français sur tout ce que vous allez faire, et on contrôlera tout ce que vous faites parce que c'est notre nucléaire, c'est nos bâtiments militaires, donc c'était un moindre mal. 2, les énergies renouvelables, où Alstom avait investi, et qui intéressait à l'époque General Electric. Je rappelle qu'à l'époque, l'hydraulique, c'est-à-dire les turbines pour les barrages, nous avions 25% de part de marché dans le monde, donc c'était très intéressant. On a quand même équipé les grands barrages chinois par l'usine de Grenoble, anciennement Nerpic, qui avait été rachetée Alstom. C'est une entreprise très brillante que General Electric est en train de démanteler à Grenoble, hein, je le rappelle, et vendre aux Chinois, hein, si vous voulez. Et là aussi, il y aura des choses à faire, à dire. C'est pour ça que c'est très bien que je réponds à votre dernière question par la même occasion, c'est très bien que vous en occupiez, parce qu'il faut qu'il y ait quelque part que l'opinion publique, les Français et leurs représentants légitimes que vous êtes et désignés s'occupent de ces problèmes. Ne les laissent pas à quelques experts plus ou moins dans la main de puissances privées faire leur fortune, comme disait Ruy Blas, faire leur fortune privée dans un coin de l'infortune publique. Voilà, j'aime beaucoup cette phrase de Victor Hugo. Elle est venue toute seule, Madame la Présidente, excusez-moi. Alors, c'est sûr Victor que... Hugo, c'est toujours au Sénat. Sénat, ça marche, hein, ça marche. C'est bien, un grand sénateur, grand-père de France. Alors, c'est évident que ces co-entreprises... Alors, il y avait les énergies renouvelables, pardonnez-moi, j'ai fait une digression. Et puis, il y avait les réseaux, parce que les réseaux, c'est évidemment le point de développement futur pour l'énergie. Donc, énergie renouvelable, nucléaire, réseau. La vapeur, c'est-à-dire le charbon, on peut considérer que c'est en descente. Et le gaz, c'était la technologie de General Electric, puisque Alstom avait racheté une technologie qui n'était pas tout à fait au point. Et donc, c'était déjà la meilleure technologie était déjà chez General Electric. Donc, ces 3 points-là nous permettaient d'avoir finalement quelques milliards entreposés de valeurs et de technologies et de souveraineté préservée dans ces 3 co-entreprises qui nous permettaient de voir venir. Nous avions la possibilité d'en racheter une sur les 3, mais nous pouvions bloquer le rachat par General Electric des 2 autres. Donc on pouvait maintenir une position. Il y avait un mélange des gouvernances. Alors
D'ailleurs, il devait y avoir le centre de direction d'une des co-entreprises devait rester à Belfort, négociation que j'avais arrachée. Bon, il y avait un certain nombre de choses. Et puis, je dis, face à ces co-entreprises, il faut quand même qu'il y ait de la puissance en face. Parce que si c'est la direction ferroviaire restante d'Alstom, puisqu'en fait, il ne restait plus que le ferroviaire et la mobilité, et le signaling, il n'y avait plus personne de l'énergie, tout le monde était parti General Electric. Donc il fallait mettre quelqu'un en face capable de s'opposer à General Electric. 250 milliards d'un côté, ça c'est le poids de General Electric, 25 milliards avant la vente de 12 milliards chez Alstom. Donc on dit on va mettre l'État en face pour défendre nos intérêts, et puis en attendant que ces co-entreprises prospèrent, on verra ce qu'on fera dans les années. Donc c'était une position d'attente. Et j'avais dit, si vous ne créez pas 1000 emplois, c'était la première fois que dans un accord, on signait ce type de... Ce qui était difficile, on l'a arraché de façon nocturne, je me souviens, avec nos négociateurs, un négociateur que j'avais mandaté, avec les équipes de Alstom qui n'en voulaient pas et General Electric qui n'en voulaient surtout pas, ce qui était des amendes pour le cas où ils ne respecteraient pas leurs engagements. Bon, c'était une amende symbolique, parce que pour eux, 50 millions, ce n'est rien, mais c'était un début. J'ai regretté de ne pas être beaucoup plus exigeant, finalement, parce que j'aurais dû mettre la clause de retour en l'état antérieur si les accords n'étaient pas respectés. Donc j'ai un regret, c'est de ne pas avoir été plus dur dans la négociation, mais je n'avais pas les coups des franges pour aller beaucoup, beaucoup plus loin. Mais le retour en l'état antérieur, c'est aujourd'hui juridiquement, si vous me permettez l'expression, ce qu'il conviendrait d'obtenir. Car il n'y a pas respect d'un accord. Donc il y a eu des manœuvres dolosives, nous le savons, à cause du témoignage de M. Pierucci, qui a été instrumentalisé par le Department of Justice pour faire pression sur le board de Alstom pour qu'il vende dans des conditions inacceptables, à toute vitesse, dans le dos de son gouvernement, la branche énergie d'Alstom. Pour moi, cette vente est dolosive. Et en droit français, une vente qui a été réalisée par une violation du consentement peut être annulée à la demande d'une des parties. Donc aujourd'hui, l'État français aurait la possibilité, en tout cas je serais ministre de l'économie, je saisirais le tribunal de séance, comme on dit chez les juristes, c'est-à-dire compétent, je pense que ce serait plutôt la Cour d'appel de Paris, pour faire annuler l'accord et rétablir les choses en l'état antérieur. Ça nous donnerait beaucoup de négociations, de capacité de négociation dans la période actuelle. Donc moi, je ne peux que vous dire, Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les sénateurs, le gouvernement a la possibilité de défendre juridiquement un accord qui a été négocié tel qu'il l'a été, mais dans la mesure où nous savons aujourd'hui dans quelles conditions la négociation a eu lieu, eh bien, nous sommes en mesure de faire respecter la France. En tout cas, c'est mon opinion juridique, et je ne suis pas le seul à le penser parmi les juristes qui se penchent sur cette affaire. Et il est évident que les révélations publiques de l'un des hauts cadres d'Alstom qui est sorti de prison aux États-Unis, qui a expliqué comment il avait été instrumentalisé pour faire plaider coupable, comment d'ailleurs M. Cron lui-même a plaidé coupable, hein, donc il a reconnu. Comment donc, en vérité, Alstom est une entreprise qui était fragilisée en raison des menées de ses dirigeants, et comment donc Alstom a été sous la pression judiciaire du DOJ aussi longtemps que la vente n'a pas été réalisée. Nous avons là les conditions du dol. Bon, voilà mon point de vue. C'est une réaction, et je pense que comme M. Trump n'aime pas les taxes GAFA et qu'il est en train de prendre des décisions punitives vis-à-vis de la France, il serait temps de maintenant de commencer à se prémunir et à s'armer contre les excès de puissance de la part de nos anciens alliés. Je n'appelle pas ça une alliance ou une amitié. Je considère que maintenant, nous avons face à nous deux empires, chinois et américains, qui ont décidé de s'entendre sur notre dos. Donc, que font les hommes européens? Est-ce que nous allons réarmer la puissance publique? Alors, nous avons des armes. Il suffirait que nous ayons les dirigeants capables de les utiliser. Voilà, ça c'est une autre question, dans le détail desquelles je me permettrai de ne pas entrer. Alors, après, les outils de surveillance. Écoutez, moi j'ai une expérience qui est très négative, c'est-à-dire que finalement, dans l'affaire Alstom, on n'a rien vu. Et quand j'ai appelé le contre-espionnage, on m'a dit on n'espionne pas nos amis américains, alors qu'eux avaient quand même réalisé 75 millions d'écoutes
pendant 12 mois, c'est ce qu'a révélé M. Snowden, 75 millions de conversations ou de mails ou de SMS qui ont été écoutés. Et lorsque M. Pierucci est arrivé devant la justice américaine, la justice extraterritoriale américaine, il n'y avait pas de préjudice sur le territoire américain, il n'y avait pas de préjudice au détriment des États-Unis ou d'une entreprise américaine, et il n'y avait pas de plaignant. Donc c'était une position extraterritoriale du Department of Justice américain de faire la police du monde sur la corruption sur tous les continents, tous les sujets qui l'intéressent. Et en vérité, ils ont sorti 1 million de mails à charge contre Alstom qui provenaient des écoutes de la NSA. Pourquoi la loi extraterritoriale américaine qui a mis en pouvoir le Department of Justice de pouvoir poursuivre n'importe quelle entreprise européenne, et d'ailleurs vous remarquerez qu'ils ne poursuivent que des entreprises étrangères, jamais ou très rarement des entreprises américaines. Et si je regarde la somme des condamnations qui ont abouti contre les entreprises européennes, on n'est pas très loin de plusieurs dizaines de milliards d'amendes. Donc ça, c'est des substances que les Américains ont décidé de nous prendre. Hein, c'est de la substance économique. Il n'y a pas que la BNP, c'est 9 milliards. Vous avez Siemens, vous en avez un paquet d'entreprises allemandes, françaises, et qui ont été condamnées, et d'autres sont encore en cours. Eh bien, vous pouvez comprendre que cette loi qui date de 1978 a pris une ampleur beaucoup plus efficiente et efficace dans la stratégie du gouvernement et de la puissance de l'empire américain à partir du moment où ils ont utilisé la NSA pour capturer les conversations sans aucune réaction des puissances écoutées. Nous en sommes. Donc quand vous arrivez, que vous êtes cadre Alstom, N-2, patron des chaudières Monde, et qu'on vous dit, ben voilà, on a 1 million de mails, et que votre avocat américain, commis d'office, vous dit, il faudra 3 ans pour que je les examine, et que vous êtes incarcéré, et qu'on vous dit, vous n'avez qu'une seule chose à faire, c'est plaider coupable, si ce n'est pas une pression, je veux bien être moi-même soumis à la question du DOJ. Voilà. Ça, c'est la réalité de la guerre économique. C'est ce que la France a subi. Donc, c'est une humiliation nationale, en effet, et elle mérite une réparation. Et elle mérite en tout cas que des mesures soient prises pour rétablir nos intérêts. Je ne devrais pas parler trop affectivement, même si l'émotion a parfois traversé mon cœur. Mais ça n'a pas d'importance. Nous ne sommes pas là pour ça. En revanche, les intérêts de notre pays doivent être préservés. Et pour ça, là, il y a des mesures à prendre. Donc on peut parfaitement demander l'annulation de l'accord. Ça ne plaira ni à M. Cron, ni à M. Bouygues. Mais ce n'est pas grave. La France passe avant tout le monde. C'est comme ça. Voilà. Alors, vous m'avez, je crois, questionné sur comment distinguer le prédateur de l'investisseur. Écoutez, on le connaît à l'usage. C'est pourquoi il est utile d'imaginer que maintenant, quand on fera usage du décret, c'est pour ça qu'il faut faire usage du décret, en posant des conditions, comme le fait le CFIUS américain, c'est-à-dire qu'en fait, ce que nous avions imaginé, c'est la réciprocité vis-à-vis du comportement du gouvernement américain, qui peut prendre, sans voie de recours, sur décision du président des États-Unis, des mesures, et ça a été le cas pour une entreprise comme Thales qui a investi aux États-Unis. Ils ont été interdits d'avoir un CIO français. Ils ont eu un board qui était majoritairement composé obligatoirement par des Américains. Et toute décision d'investissement devait être approuvée par le board à majorité américaine. Donc en vérité, ils ont accepté l'investissement étranger à condition qu'il soit dirigé par des Américains. Mais je propose qu'on fasse la même chose. Et le décret permet de le faire, c'est-à-dire que vous dites, la plupart des décisions du CFIUS ne sont jamais des interdictions, ce sont seulement des autorisations sous conditions. Par exemple, quand, je crois, il y a eu des investisseurs du Golfe qui ont voulu acheter les ports américains, certains ports américains, il y a eu une interdiction formelle, sécurité nationale. Mais la plupart du temps, ce sont des conditions qui sont fixées par le CFIUS. Donc, il serait utile que nous fixions nous-mêmes des conditions, disant, vous allez prendre tel board, je vais choisir le PDG, j'aurai la majorité du contrôle de ceci, vous n'avez pas le droit de coter en bourse, vous n'avez pas le droit de faire ci, vous n'avez pas le droit de faire ça, et si vous le faites, c'est avec mon autorisation. Vous pouvez faire ça. Mon décret le permet.
Et les conditions, et si vous ne respectez pas l'accord, on annule la vente. Et on va devant le tribunal, il n'y a pas besoin de faire des lois. Tout ça, nous avons l'appareil juridique. Mais nous n'avons pas l'appareillage politique ou le dispositif humain. On pourrait dire ça comme ça. Voilà. Je crois que j'ai à peu près répondu à vos questions. Alors, sur le sucre, peut-être un mot, peut-être. Je vous en prie. Puisque c'est tout à fait embarrassant, parce que ça a un rapport avec la loi Florange. Peut-être qu'on pourrait dire un mot, puis je ne vais peut-être pas m'éterniser, vous avez certainement beaucoup de questions. Alors, l'affaire agricole, c'est la fin des quotas. Les quotas permettaient quoi? Des prix et des quantités garanties. À partir du moment où l'Union européenne décide de mettre les paysans européens sur le marché mondial sans protection, donc sans mesure de protection de leurs prix, à partir de ce moment-là, vous avez tout le problème de la conjugaison des questions climatiques qui sont la nature est capricieuse, qui ne produisent pas donc une irrégularité de la production. Donc quand vous êtes en haut de cycle, les prix s'affaissent. Quand vous êtes en bas de cycle, les prix montent. Donc si vous pensez qu'en réduisant des capacités de façon définitive pour intervenir sur un prix, alors qu'en fait la bonne méthode c'était celle des vieilles offices du vin et du blé qu'on avait conçu sous le Front populaire et que la politique agricole commune avait mis en place, c'est le seul moyen de réguler des prix, de protéger des productions et de garantir une souveraineté alimentaire et de l'autosuffisance. C'est comme ça qu'on l'avait fait, mais les libéraux, enfin je veux dire les partisans du laisser-faire et du tout marché, ont pris le pouvoir dans l'Union européenne et ont réussi à mettre les paysans européens, donc français, sur le marché mondial sans aucune protection. Donc vous avez des industriels de la transformation de la betterave, donc du sucre, qui disent ben moi je peux plus vendre mon sucre, donc je suis donc puisque le cours fait le yo-yo, donc moi je me mets en cycle bas pour garantir que finalement mes prix vont remonter. Et puis d'ailleurs, entre parenthèses, entre nous, j'ai compris ça dans vos visites à Cagny, je crois, entre nous, on peut même se dire que si jamais la production doit remonter, ben, je ne la ferai pas remonter en France. Voilà, parce que donc ce sont des délocalisations déguisées. Hein, voilà. Alors, est-ce que la loi Florange était pertinente? Elle avait de bonnes intentions, mais elle n'a pas mis en place l'arsenal de sanctions qui aurait permis de se faire respecter. Donc elle n'est pas respectée. Il n'y a pas d'autre solution. Si vous avez un problème avec une entreprise qui est rentable, qui a des... donc si elle est rentable, vous avez des candidats à la reprise. Bon. Vous n'avez pas d'autre solution. Nous, on l'a fait. On l'a fait dans un cas qui était dans l'Eure. On voulait sauver une papeterie d'un groupe en déconfiture. Donc le groupe était en déconfiture, mais l'entreprise elle-même, l'unité de production était parfaitement rentable, très outillée, avec des savoir-faire. Donc en fait, on a trouvé une solution. Je me souviens, j'en avais parlé avec le président du département de l'Eure de l'époque. Et nous avons fait une sorte de, non pas de nationalisation, mais on a fait à l'allemande, qui le font à travers les Länder, de départementalisation. Ils ont racheté le site, et tel quel. Et l'employeur, enfin le Thaïlandais qui s'est installé, d'ailleurs je crois qu'il a réembauché depuis, c'est reparti, un Thaïlandais qui voulait reprendre, l'a repris. Donc en fait, c'est la puissance publique qui s'est appropriée l'outil de travail et l'a transmis à un repreneur. Il n'y a pas d'autre choix. C'est ce que j'ai essayé de faire dans l'affaire dite de Florange. D'ailleurs, j'avais obtenu à l'époque le soutien consensuel de la totalité de la classe politique. Je me souviens que, outre le groupe de l'époque auquel j'appartenais, le groupe socialiste, l'ensemble du gouvernement soutenait la position de la nationalisation temporaire des hauts fourneaux de Florange. Il y avait un repreneur prêt à le reprendre quand Mittal, lui, voulait fermer parce qu'il était en bas de cycle et voulait privilégier son activité minière. Donc ses investissements, il désinvestissait dans l'aval pour remonter vers l'amont. C'était sa stratégie, mais dans la mesure où nous ne sommes pas, nous, maîtres de cette stratégie, mais pourtant l'acier français, nos outils de travail, nous les avons nationalisés plusieurs fois. Monsieur Barre avait nationalisé, la famille de Wendel s'en souvient. Hein, c'est assez distrayant de voir que finalement, c'est un cycle politique qui suit les crises économiques.
Donc ce n'est pas un problème idéologique, il faut se départir de cette idée-là, c'est un problème pratique et pragmatique, et d'intérêt et de souveraineté nationale. Donc cet acier, on a payé pour le garder. Et il y a eu des générations de sidérurgistes qui ont peiné dans ces hauts fourneaux. Nous avions le devoir de conserver ces hauts fourneaux. Donc j'avais obtenu le soutien de M. Borloo, de M. Breton, de M. Guénaud, de M. Baroin et de M. Bayrou, à droite et au centre. C'était pas mal. Bon, à gauche, on avait... Et j'avais obtenu, sans d'ailleurs les solliciter, que à la fois M. Mélenchon et Mme Le Pen disent du bien de cette nationalisation, ce qu'ils avaient fait. Donc nous avions 100% de la classe politique qui était d'accord pour la nationalisation. C'était rare quand même, il fallait en profiter. J'ai pas eu de chance, j'ai eu le président qui était contre et le Premier ministre. Finalement, on décidé de laisser partir l'affaire, et nous avons perdu les hauts fourneaux. Et les emplois ont été supprimés, comme d'habitude, j'ai envie de dire. Mais il y avait quand même un repreneur qui voulait faire marcher la boîte, et qui avait des marchés, et qui considérait que c'était rentable. Donc il n'y a pas d'autre solution, dans ces cas-là, que la puissance publique intervienne, dise bah, écoutez, moi je le reprends, vous êtes d'accord, vous n'êtes pas d'accord, tant pis. Et on n'échappera pas à cette reprise en main de l'économie face à des multinationales qui se fichent des États et des gens. Parce qu'il y a des gens derrière les États, c'est vos électeurs, ce sont les citoyens français. Et quand il y a une solution économique, il ne s'agit pas de nationaliser tout ce qui est en faillite. Or là, il n'y avait pas de faillite. C'était des ajustements de cycle, un peu comme dans le sucre. Voilà, je n'ai pas d'autres propositions à vous faire que celle-là, mais moi, ça me plairait de vivre dans un pays où il est possible intelligemment, et de le faire sous le contrôle du Parlement, avec l'intelligence de la situation, dans la discussion consensuelle transpartisane, vous voyez, parce que pour moi, l'outil de travail, il est transpartisan. Ce n'est pas un sujet qui appartient à un parti, à un autre, et nous devrions avoir une sorte de continuité dans la protection de nos intérêts. Voilà. Et malheureusement, ce n'est pas le cas. Je le regrette. Donc je suis très heureux de pouvoir exprimer ces idées et ces propositions devant une assemblée de sénateurs composite. Merci, Monsieur le ministre, de ces propos qui vont droit au but, sur langue de bois, c'est le moins qu'on puisse dire. Et vous avez compris que c'est aussi l'esprit qui nous anime, au-delà de nos appartenances politiques, d'avoir une vision stratégique sur l'état de notre pays, industriel de notre pays. Je vais laisser la parole à notre collègue Martial Bourquin, auteur de ce rapport sur la désindustrialisation et que vous connaissez naturellement bien. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, très heureux de vous entendre et d'entendre une autre conception de la politique concernant les questions industrielles. C'est dramatique ce qui est en train de se passer en France et en Europe. Enfin, en Europe, faisons attention, parce que les Allemands et les Italiens s'en sortent un peu mieux que nous. Et n'hésitent pas, comme vous le disiez, à faire en sorte que l'État prenne des parts pour éviter souvent des départs d'entreprises. J'étais hier soir avec les salariés d'Alstom. On les a reçus ici au Sénat, l'ensemble des groupes. Ils posent plusieurs questions. Est-ce que l'accord signé en 2014 entre GE et l'État français incluait des dispositions concernant l'activité turbine à gaz à Belfort? Et si il y a des dispositions, lesquelles? La deuxième question, Monsieur le Ministre, est-ce que l'État pourrait faire annuler le PSE à Belfort au regard de sa non-conformité avec l'accord signé en novembre 2014? Question extrêmement précise. Vous avez répondu un peu à la troisième question de cette intersyndicale qui, avec la vente de l'osive dont vous avez parlé, est-ce que le non-respect de l'accord pourrait remettre en question la vente de la branche énergie d'Alstom? Vous nous avez dit que ce serait une bataille juridique et je pense que vous avez foncièrement raison. Je m'imagine un seul instant, qu'un Français aille aux États-Unis faire ce que GE a fait. Ben, écoutez, pour le minimum, ce sont des milliards d'amendes et peut-être même la prison. Parce que j'ai vu que ça se faisait. Et pour ceux qui n'ont pas lu le livre de cet homme, il faut le lire. Il faut le lire. Alors voilà, il y a une réforme constitutionnelle qui est en cours. Tout ça, le Parlement voit les trains passer. Est-ce qu'il ne faut pas réarmer le Parlement? Parce que nous faisons des rapports, nous ne sommes pas entendus.
lorsque des décisions aussi importantes se prennent, est-ce que les commissions économiques des deux assemblées ne devraient pas être réunies pour qu'elles prennent position sur ces questions? Voilà. Dernière chose, excusez-moi, pour ne pas être trop long, est-ce que le ministre de l'époque, et maintenant le président, n'a pas sa responsabilité personnelle engagée sur ce dossier d'Alstom et de General Electric? Il me semble qu'il a laissé passer les trains. Et il me semble qu'il faut lui demander des comptes. Et s'il y a demain un procès qui s'ouvre, j'ai vu que le député Marlex avait porté plainte, est-ce que sa non-action avec un accord qui avait des clauses qui nous permettaient, est-ce que la responsabilité personnelle d'Emmanuel Macron n'est pas engagée sur ce dossier? Je vais prendre l'ensemble des questions aussi. Je vais demander à M. Bourquin sa deuxième question. Je n'ai pas eu le temps de prendre en note précisément. Alors, est-ce que l'État pourrait faire annuler le PSE à Belfort au regard de sa non-conformité à l'accord signé en novembre 2014? C'est-à-dire, en quelque sorte, aujourd'hui, la directe, Oui, j'ai compris. la directe du territoire de Belfort dit « nous, on attend les ordres du gouvernement ». À chaque fois qu'il demande, le maire LR de Belfort ne donne pas une salle à J parce qu'ils ne veulent pas de plan social, il y a une union sacrée de l'ensemble des partis de toute la région pour refuser de donner une salle et qu'il n'y ait négociation sur le plan social. On veut négociation sur un projet industriel. Merci Martial. Je vais laisser la parole à Evelyne Renaud-Garabédian et ensuite à Michel Raison. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, j'aurais deux questions à vous poser. L'une qui concerne l'extraterritorialité et l'autre qui concerne la politique industrielle. Je souhaiterais revenir sur l'extraterritorialité du droit américain et qui a pu fragiliser, comme vous l'avez dit tout à l'heure, certaines de nos entreprises, notamment Alstom, et qui a participé à leur cession. Il apparaît que les procédures judiciaires qui sont engagées à l'encontre des groupes étrangers servent les intérêts de grandes entreprises américaines et qui en tirent des avantages économiques substantiels. À l'échelle européenne, peut-on imaginer un outil qui permettrait de lutter contre cet état de fait, par exemple dans le cadre de la négociation de TAFTA? Ma deuxième question donc porte sur la politique industrielle. La liste des secteurs qui sont concernés par le contrôle des investissements étrangers, dont vous avez été à l'origine, a été élargie il y a quelques mois par Bruno Le Maire. La loi Pacte, récemment adoptée, renforce également la protection des intérêts publics lors des investissements dans les entreprises sensibles. Que pensez-vous de ces nouvelles dispositions et surtout considérez-vous que désormais, tout a été fait ou au moins prévu dans les textes au niveau juridique pour protéger notre industrie? Et en amont, l'État dispose-t-il aujourd'hui d'un système de veille, de veille stratégique pour nos entreprises et nos filières qui sont aujourd'hui les plus exposées? Merci. Ensuite, Viviane Artigalas. Merci, Madame la Présidente. Monsieur le ministre, merci pour votre intervention. Je suis rassuré que votre nouveau métier ne vous a pas rendu mielleux, ce que vous n'avez jamais été. Une question assez précise et un peu indiscrète concernant Monsieur Hugues Bellet. Hugues Bellet a eu un beau parcours de fonctionnaire mis en disponibilité. En 2011, il a représenté l'État au sein de Civipol, qui exporte le savoir-faire français en matière de maintien de l'ordre. En 2013, il fait son entrée en politique dans votre cabinet comme conseiller. En 2014 jusqu'en 2016, il est conseiller financement-export de M. Macron, ministre de l'économie. Et en 2017, ce haut fonctionnaire prolonge sa mise en disponibilité en devenant directeur des affaires institutionnelles chez General Electric, c'est-à-dire le lobbyiste de General Electric. Et le voilà enfin propulsé en avril dernier à la tête de General Electric France pour défendre les intérêts de la multinationale. Donc première question, ce monsieur a-t-il participé à l'accord négocié
entre vous, le président, ce que vous avez dit tout à l'heure. Et la seconde question, compte tenu de son palmarès évoqué précédemment, se trouve-t-il, selon vous, en situation de prise illégale d'intérêt? Deuxième question concernant il y a eu un rapport préconisant la vente de la branche énergie. Quand a eu lieu ce rapport? Quand avez-vous été au courant de ce rapport? Quelles étaient ses préconisations et qui avait demandé ce rapport? Merci. Voilà des questions qui ne sont pas non plus mielleuses. Viviane Artigalas et ensuite Serge Babary. Oui, merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, moi j'ai deux questions aussi. Les difficultés d'Alcatel l'avaient amené à fusionner avec l'américain Lucent en 2006 et qui a été absorbé aussi par Nokia en 2015. L'État avait obtenu à l'époque la garantie d'un droit de regard en cas de cession par Nokia de l'actif stratégique que constitue Alcatel Submarine Networks, spécialisés dans les câbles sous-marins de fibre optique. Alors que les Chinois sont en train de consolider leur filière de câbles sous-marins et que Alcatel Submarine prend du retard, l'État voudrait qu'un acteur français rachète cette filiale, mais se heurte au refus de Nokia. Aurait-on pu éviter cela en mettant des garanties plus importantes à l'époque? Le numérique devient un enjeu stratégique extrêmement important. Et que faudrait-il faire maintenant pour rétablir les choses, en sachant aussi que dans le cadre de l'emploi, Nokia n'a pas respecté ses engagements, particulièrement sur la recherche et l'innovation. Donc se trouve aussi en retard sur ces questions-là. Ma deuxième question porte sur les concessions hydroélectriques, qui sont des outils stratégiques de gestion de l'eau et de l'énergie en France, vont sans doute, sur injonction de l'Europe, être mises en concurrence. Or, je pense qu'il serait important que, là aussi, des investisseurs étrangers ne prennent pas le contrôle de cette gestion de l'eau. La législation française actuelle nous permettrait-elle d'éviter cela? Merci Viviane. Serge Babary, ensuite Daniel Grémillet. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, je reviens sur un sujet évoqué par notre Présidente dans son propos liminaire, concernant la réforme du dispositif d'intelligence économique et de la connaissance des outils de l'État pour mieux anticiper les conséquences économiques des cessions d'entreprises françaises. Le dispositif d'intelligence économique de l'État a fait l'objet de très nombreuses modifications depuis sa création en 2003. La dernière en date est actée dans un décret du 20 mars dernier, très récemment donc, relatif à la gouvernance de la politique de sécurité économique. Le directeur général des entreprises est également commissaire à l'information stratégique et à la sécurité économique, CICE, et dirige un service dédié à cette fonction. Il a notamment pour mission de contribuer à la détection et l'identification des opérations d'investissement étrangers. Le caractère interministériel de ces travaux est garanti par un comité de liaison qui réunit l'ensemble des ministères et les services de renseignement sous l'égide du SGDSN, le secrétariat général à la défense et à la sécurité nationale, rattaché au Premier ministre. Estimez-vous que cette nouvelle architecture est pertinente? Les moyens mis en œuvre par l'État sur ce sujet sont-ils suffisants à l'heure où la guerre économique bat son plein? Mais j'ai bien compris que rien ne remplaçait la volonté politique. Merci Serge. Daniel Grémillet. Oui, merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, merci beaucoup pour votre intervention. J'aurais deux questions. La première, enfin une question plutôt, mais surtout de dire combien je partage la dégradation de la perte de contrôle qui nous amène à la perte de la recherche d'innovation, qui nous amène à la perte de production. On est dans l'Europe et effectivement au sein de l'Union européenne, on ne peut pas dire que la France brille par sa performance industrielle. On est plutôt à la traîne. On est en permanence en train de s'appauvrir. Et surtout, ce constat fait qu'on est en train de perdre des cerveaux et de la jeunesse sur l'intérêt industriel dans notre pays. Ma question, c'est est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur la manière d'armer la France et peut-être plus l'Union européenne si on veut peser face aux États-Unis et à la Chine après ces élections européennes, mais surtout juste avant un Brexit difficile et qui va obligatoirement obliger l'Europe à réagir.
De prise de parole, j'aurais 2 questions supplémentaires. Vous savez, Monsieur le Ministre, qu'on a un dispositif en France extrêmement loué qui s'appelle le crédit impôt recherche, très utilisé, qui est un formidable outil pour que la recherche et le développement se passent en France. Vous avez dit tout à l'heure qu'un certain nombre d'entreprises délocalisaient, y compris leur centre de recherche. Voilà, quelle est votre position entre cet atout qui nous semble être, enfin, ce dispositif qui nous semble être un atout, et puis finalement ce que vous nous disiez tout à l'heure de la délocalisation, y compris de la recherche et de l'innovation. Et puis deuxième petite question qui est un petit peu à côté de notre sujet, mais je profite de votre présence pour vous la poser. Vous savez qu'au Sénat, nous nous sommes opposés à la privatisation d'Aéroports de Paris, pratiquement de façon unanime sur les bancs, certes avec des raisons très différentes, évidemment, entre la France, entre le groupe communiste et le groupe Les Républicains, certains pensant qu'il s'agissait d'un actif stratégique, certains autres, dont j'étais, pensant que nous nous opposons pas sur le principe de la privatisation, mais sur la médiocrité du cahier des charges. Voilà, j'aurais aimé avoir votre avis également sur ce sujet, puisque nous vous avons, voilà, je me permets de vous poser cette question. Voilà, je vous laisse répondre. Alors, je vais tâcher de répondre le plus précisément possible. Si je ne suis pas précis, vous me rappelez chacun et chacune à l'ordre. Qu'est-ce que nous avions prévu dans l'accord? Je réponds à M. Bourquin. Qu'est-ce que nous avions prévu dans l'accord sur le gaz, hein, qui fait l'objet nous avions prévu que pendant 3 ans, il ne pourrait pas toucher, pendant 3 ans, donc c'était 2015, 3 ans, 2018, il ne pourrait pas toucher à l'état des implantations et des emplois en France. Donc c'était général, donc ça touchait le gaz. Voilà, puisque ça n'affectait pas, en effet, Alstom. Hein. Mais ça a duré 3 ans. C'est tout ce que nous avions fait. Voilà. Donc, mais c'est ce qui a permis, puisque à l'époque, je me souviens, les syndicats s'alarmaient déjà, puisque c'était une acquisition antérieure de General Electric sur le gaz, les turbines à gaz, s'alarmaient déjà, et donc l'accord a permis de bloquer les choses. Ça a été respecté. Mais nous ne sommes plus en 2018, nous sommes en 2019. L'accord, de ce point de vue-là... Alors peut-être qu'on aurait dû y mettre pendant 5 ans, mais ils auraient attendu 2 ans de plus. Donc le sujet, c'est pas finalement... est-ce qu'il faut faire des accords pour geler, parce que les entreprises ont toujours besoin de se restructurer. On ne peut pas non plus les bloquer indéfiniment. Donc moi, je serais partisan qu'on cherche à contrôler nos outils de production et donc de reprendre le contrôle dans un certain nombre de secteurs. Et d'ailleurs, si j'avais une proposition à faire, puisqu'il vaut mieux faire des propositions que de remuer le passé, ce serait qu'aujourd'hui, nous pouvons parfaitement racheter dans la déconfiture générale de GE des morceaux de ce qui a été pris dans l'affaire de la vente de la branche énergie d'Alstom à General Electric. Par exemple, pourquoi aujourd'hui nous ne pourrions pas racheter la branche nucléaire? C'est une question de souveraineté. C'est une unité de production rentable. Elle pèse à peu près 1 milliard de chiffre d'affaires. Elle a une rentabilité d'environ, d'après de mémoire des anciens d'Alstom qui sont passés General Electric et qui nous parlent, et qui le souhaitent, eux. Elle pèse à peu près, en résultat, 10%. Très bon, hein, pour l'industrie lourde. De toute façon, elle est invendable à d'autres que la France, puisqu'il y a le fameux veto que j'avais négocié qui reste pendant sur toutes les décisions de cette unité. Et surtout, elle concerne les îlots conventionnels des centrales nucléaires, toute la maintenance et le service sur un parc nucléaire très important aux États-Unis, en Russie, et y compris sur les centrales Rosatom, bon, plus les nôtres, les 58 EDF. Nous avons aujourd'hui une disponibilité de General Electric sur ce sujet. Et je crois que des investisseurs privés pourraient parfaitement s'unir à une impulsion d'EDF et de la BPI en minoritaire, qui nous permettrait de reprendre le contrôle.
Donc, Madame la Présidente, si vous avez quelque influence auprès du gouvernement, pressez, s'il vous plaît, le Premier ministre, avec qui vous êtes en rapport, de responsabilité politique, le ministre de l'économie, de réunir le tour de table. J'y prêterai bénévolement mes efforts. Le tour de table pour aller capitaliser une société à capitaux publics et privés, à majorité privée, comme ça on ne dira pas que c'est l'État. Bon, l'État, heureusement qu'il est là. Hein. Bon. Et nous pourrions reprendre le nucléaire français sur nos bâtiments militaires, sur le parc nucléaire. Et je suis sûr qu'on trouverait beaucoup d'investisseurs qui sont intéressés à la technologie française pour qu'elle revienne dans le giron français. C'est une proposition que je fais. Je l'ai déjà faite devant les syndicats belfortins. Je le refais devant le Sénat. Est-ce que l'État, deuxième question de M. Bourquin, est-ce que l'État peut aujourd'hui faire juger le PSE non conforme? Réponse, oui. L'État est parti à son. Réponse, oui. Il le peut. Et en tout cas, il a les moyens de négocier quelque chose avec General Electric. Bon. Les turbines à gaz sont en bas de cycle, mais ça va remonter. Donc il faut maintenir l'outil industriel. Donc dans ce cadre-là, la négociation, elle doit être qu'est-ce que nous préservons comme outil industriel s'agissant des installations belfortaines. Enfin, sur la question de la responsabilité du Parlement, le Parlement arrive quand les décisions ont été prises, c'est un contrôle a posteriori nécessaire. Vous devriez imaginer des commissions d'enquête sur le sujet, j'allais dire quasi permanentes, les missions permanentes d'enquête, de contrôle. Vous avez le pouvoir de le faire. Moi, j'ai fait une mission quand j'étais jeune parlementaire, il y a 20 ans, sur les paradis fiscaux. Ça a été la mission la plus longue de la Ve République. Elle a duré 2 ans et demi. Pendant 2 ans, il n'y a pas de limite, ce n'est pas une commission d'enquête. Pendant 2 ans et demi, on est allé enquiquiner tous les paradis fiscaux européens et on faisait un rapport sur chaque paradis fiscal. Et à chaque fois, on sortait un rapport, c'était le bazar, et on a obtenu des retours, des reculades de la part, y compris au Luxembourg, à Monaco, à Jersey, Guernesey. On a ouvert le débat dans tous les pays européens comme ça. On avait fait ça avec M. Payon, qui était président de la commission. Moi, j'étais le méchant rapporteur. Mais je peux vous dire que nous étions pionniers sur les paradis fiscaux parce que depuis, il y a eu toute la législation sur les échanges automatiques. Le président Obama s'en est saisi. Il est vrai que le terrorisme s'en est mêlé. Bref, on a eu des résultats. Donc, vous devriez faire une mission permanente, Assemblée nationale, Sénat, sur toutes les questions industrielles. Et dès qu'il y a un problème, paf, vous y allez. Ben, c'était le but. Hein, le paradis avait changé de camp, monsieur le sénateur. Voilà, c'est pas mal. Alors, après, y a-t-il une responsabilité de monsieur Macron? Ben, écoutez, vous êtes nombreux à me questionner sur les responsabilités des uns des autres. Je sais qu'il y a une responsabilité politique des décisions qu'on prend. Moi, j'ai une responsabilité politique, j'en rends compte ici. Si, dans le cadre des différentes procédures ouvertes, on vient me demander mon avis, mon témoignage, je le donnerai volontiers. Je réponds de mes actes. Cela fait partie de l'honneur de la fonction, d'une fonction politique, d'une responsabilité politique. Les syndicats m'interrogent, m'invitent à venir parler, je le fais. Le Sénat me convoque, je défère. Et voilà. Et donc la responsabilité politique de la part d'un ancien ministre, c'est d'accepter de rendre des comptes. La reddition des comptes a été inventée au 5e siècle avant Jésus-Christ, sous le siècle de Périclès, dans la démocratie athénienne. Et vous savez, à l'époque, la reddition des comptes, lorsque dans l'agora, un magistrat avait mal agi, cela pouvait se terminer par la lapidation. Bon, nous n'en sommes heureusement pas là. Hein. Nous avons des commissions d'enquête amicales, ou courtoises, où on répond de nos actes. Donc nous avons bien civilisé la reddition des comptes. Je trouve parfois qu'on devrait un peu la durcir. Hein. Voilà, je ne pourrais pas aller au-delà. Alors, après, Mme Renaud a posé un certain nombre de questions sur ce que nous pourrions faire dans le cadre d'une riposte bien entendue
sur les lois extraterritoriales américaines. D'abord, dans le cadre des négociations au plus haut niveau, l'Union européenne ne s'est jamais emparée de ce sujet. Sur l'antidumping, puisque vous savez que les procédures de défense antidumping relèvent du dialogue commission-conseil et qu'il n'y a pas de majorité au Conseil pour faire prévaloir même les propositions les plus audacieuses de la Commission, quand il faut passer de 16% de droits de douane anti-dumping sur de l'acier spécial chinois à 30%, c'est-à-dire rien. Trump, lui, décide tout seul de mettre 250% quand il y a une attitude de dumping. Et après, on plaide devant l'organe de différend de l'Organisation mondiale du commerce. Nous, on n'arrive pas à avoir une majorité pour faire ça. Pourquoi? Parce que chaque pays européen a des intérêts différents et divergents vis-à-vis de la Chine et des États-Unis. Les Allemands ne veulent pas d'anti-dumping parce que, eux, leur seul horizon, c'est combien vont-ils vendre de voitures aux États-Unis et en Chine. Et là, ils savent très bien qu'il y en a un des deux, il va falloir choisir. Donc nous n'avons pas de process de décisionnaire européen. C'est une grande paralytique, l'Union européenne, sur la question économique. Donc, nous n'avons pas de protection. Donc, il faut revenir aux États. Et puis, tant pis. Nous prendrons nos mesures et nous tenterons. Vous savez, la France en a vu d'autres. Hein. Elle pourra prendre les moyens de se défendre et de reconstituer son potentiel économique. Ça prendra 10 ans. C'est l'œuvre d'une génération à venir, qui n'est à l'évidence pas celle-là, qui vont, comme cette prise de conscience-là est transpartisane, elle concerne tous les parlementaires, les citoyens, eh bien, je crois que c'est cet espoir qu'il faut nourrir. Est-ce que les lois sont suffisantes? Pour moi, oui. Vous avez tout l'arsenal. Il manque juste des gens pour les appliquer. D'où l'action du Parlement qui doit être, à mon avis, plus agressive, plus offensif sur son contrôle. Donc, je ne peux que vous y encourager. Monsieur Raison me pose des questions sur mon ancien collaborateur, Monsieur Hugues Bellet. Alors, ma position, je l'ai déjà exprimée à beaucoup de journalistes. D'abord, M. Hugues Bellet est entré à mon cabinet comme chargé de mission dans la cellule de restructuration qui était pilotée par un de mes conseillers. Donc, il n'a jamais eu à connaître des dossiers stratégiques. Et je peux l'attester tout à fait en toute sincérité. En tout cas, sous mon ministère. Pour moi, c'est un homme parfaitement honnête. Par ailleurs, je crois savoir que ensuite, il a été embauché par mon successeur, qui était M. Macron. Je crois qu'il s'est soumis à la commission de déontologie qui a rendu un avis sur le sujet. Aucun fonctionnaire de Bercy ou membre de cabinet qui se propulse dans un secteur ne peut s'en sortir sans avoir saisi la commission de déontologie. Donc, la commission de déontologie, on en pense qu'on en veut. Elle est peut-être un peu plus souple que la commission de contrôle de la vie politique, la haute autorité qui concerne les parlementaires et les ministres. D'ailleurs, il conviendrait de les fusionner pour qu'il y ait unicité de jurisprudence. Mais enfin, elle ne laisse pas non plus faire toujours n'importe quoi. Donc, moi, je peux attester de cela. Après, M. Bellet, il mène sa carrière comme il l'entend, mais je dirais plutôt qu'il a respecté les procédures, à mon sens. Alors, ça ne fait pas de lui le saint qu'on voudrait voir en lui, ou, à l'inverse, on ne peut pas considérer que la politique qu'il mène au nom de General Electric est enviable. Voilà, je ne peux pas... Distinguons les personnes des décisions. Je pense que ce n'est pas si mal. Alors, il y a eu un rapport sur la vente d'Alstom, puisque pendant... C'était votre question, Monsieur Raison. Puisque pendant l'année 2013, je n'ai cessé d'avoir des relations de travail avec M. Cron, le patron d'Alstom, qui passait sa vie dans mon bureau à venir me demander de faire pression sur la SNCF pour vendre des TGV, ce que je faisais bien volontiers, qui passait son temps à me demander d'intervenir auprès de tel ou tel chef d'État pour vendre ses centrales, ce
que je faisais bien volontiers. Cela faisait partie de ma mission, de mon travail, de défendre la France à l'étranger, de défendre les entreprises en rapport avec la commande publique, puisque je considère que la commande publique est mal orientée dans notre pays. Donc tout ça, je trouvais ça tout à fait normal. Mais je posais toujours la même question à monsieur Cron, sachant que M. Bouygues et l'actionnariat qui avait remplacé l'État en 2003 à la demande de la Commission européenne voulaient sortir, parce qu'il avait d'autres problèmes liés aux télécommunications où il avait investi de façon importante et où il était attaqué par de nouveaux intervenants qui avaient autorisé le gouvernement précédent de M. Sarkozy, Free. Bon, c'était ça son obsession. Donc je l'avais compris que M. Bouygues voulait sortir. Donc par qui allait-on le remplacer? Quelle était la stratégie d'actionnariat futur d'Alstom? Et à chaque fois, M. Cron éludait, je l'ai vu je ne sais combien de fois, hein, je l'ai revu même, je me souviens, à l'ambassade d'Abu Dhabi, où on était allé faire un voyage pour défendre Alstom. On s'était vu dans un aparté dans l'appartement de l'ambassadeur, la résidence de notre ambassadeur, M. Azouaou, et je me souviens qu'il avait dit, tête à tête, il m'avait dit, il n'y a aucun problème, on va s'en occuper et je vous tiendrai au courant. Mais, comme je voyais que le temps passait et que moi, je n'avais pas de vision stratégique autre que celle dans laquelle je me remettais dans l'esprit de M. Cron, eh bien, j'ai commandé à Roland Berger une analyse mondiale du secteur de l'énergie et de la mobilité ferroviaire pour qu'on ait une vision, nous, autonome et croisée avec la direction générale des entreprises qui était sous mon autorité, qui a rendu un rapport en février 2014, un rapport qui était assez net, qui disait que une consolidation était nécessaire à terme, pas tout de suite, il n'y avait pas d'urgence, que nous pouvions nous-mêmes imaginer beaucoup de scénarios. Alors le scénario General Electric était envisagé, c'était des dégâts considérables, donc on le savait. Février 2014, l'affaire a éclaté en mai 2014, et la décision a été prise en juin 2014. Et puis, il y a eu l'analyse aussi Siemens, qui était meilleure, mais qui posait d'autres problèmes. Ce sujet est revenu plus tard. Il y avait l'analyse Mitsubishi, qui, elle, était très bonne. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai pris contact avec Mitsubishi dans la tempête. Voilà. Donc, tout ça était sur la table. L'État n'était pas démuni. Je l'avais armé intellectuellement pour faire face à la situation et faire face à la trahison de M. Cron. Voilà. Je considère que M. Cron a trahi son pays. Il y a quand même des limites à vendre en pièces détachées une entreprise qui est un des biens presque communs de notre pays pour se protéger personnellement et s'éviter la prison à raison des actes condamnables reconnus par la justice américaine contre Alstom. Voilà l'histoire. C'est une histoire très grave de trahison des élites. Alors ensuite, donc j'ai répondu, Monsieur Raison, à votre question. Madame Artigalas me pose la question sur l'affaire Nokia-Alcatel. Là encore, l'histoire est, malheureusement, c'est une de celles peut-être dans laquelle nous aurions pu faire autrement. Je me souviens du président d'Alcatel qui est venu me voir pour me demander d'interdire Huawei. Je dis c'est une très bonne idée. Et en contrepartie, vous ne faites pas de plan social, vous continuez à investir, vous ne vendez pas. Je dis d'accord. Je n'ai jamais pu obtenir l'interdiction de Huawei. C'est finalement le président Trump qui l'a fait. Mais c'était un des éléments qu'avait mis le président d'Alcatel sur la table pour maintenir Alcatel en France. J'étais d'accord. J'ai perdu l'arbitrage. La défense était d'accord. Mais on n'avait pas les chefs qu'il fallait. Voilà. Donc ça, c'est un point intéressant. Parce que ce débat a eu lieu dès 2013-14. Alors la conséquence après, Alcatel se fait racheter par Nokia. Nous, notre position était de dire, si on attend les courbes,
peut-être qu'Alcatel rachètera Nokia au lieu d'être racheté par Nokia. Il suffisait d'attendre. Voilà. Bon, et puis après, je suis parti, les choses ont été faites, mais c'est un point dans lequel, évidemment, après, c'est difficile de rattraper les morceaux. Vous parlez des câbles sous-marins, nous sommes bien avertis, à l'époque, c'était un sujet stratégique. Hein, voilà. Alors, monsieur le sénateur Babary, ah oui, vous avez posé la question des concessions, de barrages. Bah, écoutez, c'est une politique de l'Union européenne de mettre sur le marché les outils de production électrique. Bon, personnellement, je pense que ça n'a aucun intérêt pour la France. Ces barrages ont été amortis, ce sont des investissements qui ont été faits il y a un siècle, qui ont été entretenus pour la plupart, qui ont été entretenus. On va donner des barrages pour créer les conditions de la concurrence. La concurrence dans une situation de monopole n'a aucun sens. Bon. Donc, moi, je ne vois pas ce qui empêche le gouvernement de dire non. Voilà. L'Union européenne n'a pas à, je crois, et la Commission encore moins, n'a aucune légitimité pour décider de ce qu'on doit faire de nos barrages. Voilà. Bon, moi, c'est ma position. Et d'ailleurs, un président de la République qui dirait à l'Union européenne, écoutez, occupez-vous d'autre chose et laissez-nous tranquilles, je peux vous dire que ça se passerait comme ça. Hein. Donc ça, c'est comme ça que ça marche avec l'Union européenne. Donc s'ils veulent privatiser nos barrages, qu'ils le fassent en nous. Mais nos barrages, c'est nos barrages. C'est un bien public, c'est un bien commun. Nous n'avons pas à privatiser la concession de barrages. Alors, monsieur le sénateur Babary me pose la question de l'état de l'architecture. Écoutez, moi, je n'ai pas d'analyse sur les réformes qui ont eu lieu. Ça m'est très difficile d'ailleurs de m'y plonger parce que c'est assez complexe. Je vois que vous avez bien situé la question. Moi, je crois que ce qui compte, c'est la volonté de faire. Après, vous pouvez faire des tas de comités, Théodule, des réunions interministérielles. Plus il y a de monde, moins ça se passe. Hein, ça, c'est la loi du genre. C'est la loi de l'entropie, vous savez. C'est la loi de l'entropie qu'on arrive à caractériser dans les bureaucraties. Plus il y a de monde responsable, moins il y a de responsables, donc moins il y a de réalisation. Donc là, il y a beaucoup de monde dans tout ça. Hein. Donc, je dois vous dire, je ne suis pas du tout convaincu, mais laissons une chance à ce dispositif de réveiller nos intérêts. Monsieur Grémillet, sénateur, a posé la question du réarmement de l'Union européenne. Ben, j'ai un peu répondu en vous disant que l'Union européenne ne sait pas prendre de décision et est profondément divisée dans la guerre économique mondiale. Donc vous n'aurez pas d'autre solution pour nous défendre, non pas d'attendre comme Godot que l'Union européenne veuille bien nous défendre, mais nous n'aurons pas d'autre solution que d'avoir des stratégies nationales en attendant d'eux. Exemple, taxe GAFA. Pareil. Il va falloir prendre notre courage à deux mains, affronter le monde, seul, pas passer notre vie à dire que l'Union européenne nous protège, elle ne nous protège pas, elle nous met à nu face à l'adversité. C'est le cas dans l'agriculture, c'est le cas de l'industrie. Les chevaux de Troie sont multiples grâce à l'Union européenne. Au lieu de nous protéger, elle nous empêche de nous organiser. Donc moi, je n'ai pas du tout la croyance que l'Union européenne pourrait nous protéger. Ça, c'est une fable qui a été racontée pour entretenir une fausse religion. Mais pour moi, la réalité, c'est que nous avons une urgence nationale qui est la défense de nos intérêts, qui est un intérêt supérieur à tous les autres, parce que le pain des Français, c'est l'économie. Hein, les fins de mois des Français, c'est l'économie. Et la puissance de la France, c'est l'économie. Donc si on ne s'en occupe pas, qu'on attend que l'Union européenne veuille bien ceci, veuille bien cela, ben écoutez, je vous donne rendez-vous dans 10 ans et on sera à 5%, là où nous sommes encore à 10%. Voilà. Donc je n'y crois pas. Alors maintenant, si on veut bien m'en convaincre, peut-être, mais je n'ai pas l'expérience de quelque chose qui pourrait m'en convaincre. J'en suis désolé, et comme je parle à titre purement personnel et tout à fait librement,
Je vous donne mon sentiment, puisque vous avez eu la gentillesse et vous m'avez fait honneur de me le demander. Alors, sur le CIR, je suis un partisan déclaré du CIR, qui est une arme anti-délocalisation. Mais, néanmoins, nous avons quelques cas. Donc, il faut défendre le crédit impôt recherche. C'est ce qui nous reste quand même en termes scientifiques. Si le secteur numérique est si puissant, c'est parce qu'on a ça. Il faudrait peut-être modérer l'administration fiscale qui passe sa vie, dès qu'il y a un CIR, à organiser immédiatement le contrôle, surtout sur les PME qui ne peuvent pas se défendre. Ça, si vous pouvez regarder ce point, parce que les PME n'ont pas des moyens considérables en batterie, arsenaux de juristes. Parce que dès que vous avez le CIR, il vous est octroyé, puis après vous avez un contrôle fiscal. C'est automatique. Est-ce qu'on ne pourrait pas faire le contrôle fiscal avant, l'octroyer? On gagnerait du temps, ça éviterait des moments difficiles pour les entreprises. Voilà. Alors après, vous me posez la question de la privatisation d'Aéroports de Paris. Moi, je suis opposé à toute forme de privatisation de monopole. Un monopole public est sous le contrôle du Parlement. Un monopole privé n'est sous le contrôle de personne. Et donc, comme c'est un monopole, quel est le contre-pouvoir qui s'applique? Aucun, s'il est privé. S'il est public, si vous aviez si l'État avait encore les autoroutes, nous pourrions intervenir sur le montant des péages, qui est un sujet de société fondamental. Ou nous pourrions dire, on augmente les péages sur les usagers de l'autoroute pour financer telle ou telle chose, ce qui était d'ailleurs le cas. Donc, Aéroport de Paris, écoutez, c'est assez simple. Il y a eu 36 aéroports qui ont été privatisés dans le monde, une minorité. Les résultats, c'est assez connu. On voit que toutes les taxes d'atterrissage, les droits, les redevances infligées aux compagnies aériennes ont bondi et ont donc provoqué des optimisations de profit pour les investisseurs dans les aéroports, ce qui est normal. Vous leur donnez le pouvoir de le faire, pourquoi se priveraient-ils? Et donc la régulation n'existe pas. Voilà. Voilà. Donc moi je suis tout à fait opposé à cette privatisation et je vais signer l'appel au référendum. Parce que c'est comme citoyen, j'ai le droit de le faire, je crois. Voilà. Et j'invite tous les citoyens à se joindre à cette initiative. Après, on débattra. La décision sera prise par les Français. On ne peut pas en préjuger, mais je donnerai mon point de vue. Puisque vous m'autorisez à le faire, je le fais. Très bien. Y a-t-il d'autres questions que vous voudriez poser? Oui, Michel. Merci. Madame la Présidente, peut-être un tout petit complément d'information sur ce qui aurait pu être bien avec une reprise par Mitsubishi. Mitsubishi, c'est un conglomérat japonais, comme il y a le conglomérat allemand Siemens, conglomérat General Electric. Nous avions des conglomérats. C'était la Compagnie Générale d'Électricité, où il y avait Thomson, Alstom, il y avait tout ça, Technicolor. C'était un énorme conglomérat que nous avons démantelé en coupant, en disant il faut se concentrer sur le cœur de métier. Pas du tout. Les conglomérats ont survécu dans la crise. Les entreprises qui se sont concentrées sur leur cœur de métier, elles ont disparu ou ont été rachetées. Donc c'est une leçon pour l'avenir. Donc il faut construire en France des conglomérats. C'est-à-dire avoir 10 métiers dans une seule entreprise. C'est plus difficile à gérer. Mais il faut y penser pour l'avenir. Et donc nous devrons imaginer, par exemple, que Saint-Gobain puisse racheter Lafarge. Et là, nous avions un conglomérat BTP, et là, on n'aurait pas eu Holcim. Il fallait imaginer que Thales reprenne Alstom. Et là, ferroviaire, puisqu'ils sont très bons dans le signaling. Et là, nous aurions un conglomérat. Ça, c'est des propositions que je fais. Alors, Mitsubishi, qui est un conglomérat, a des marchés différents d'Alstom. Et puis, il y a une entente culturelle entre la France et le Japon, qu'on a expérimenté dans Renault-Nissan, malgré les derniers événements. C'est quand même des années de coopération. Et donc, je crois que ça aurait été une bonne idée. Est-ce que c'était possible? J'ai rencontré le président de Mitsubishi, qui était tout à fait favorable à commencer la discussion.
Je l'ai rencontré. Il est venu. À mon téléphone, en direct. Nous étions en direct. Bon, voilà. Je ne peux pas aller plus loin. Je ne sais pas ce qu'elle aurait donné. Mais il est évident que le board, le conseil d'administration de Alstom, qui avait été verrouillé par M. Cron, puisqu'il avait fait signer l'obligation de voter comme le président à tous ses membres, par avance, et verser un surcroît de jetons de présence. Voilà, ça s'appelle comme vous voulez, puisque vous aimez qualifier les comportements, réfléchissez, monsieur le sénateur. Eh bien, nous pouvons imaginer que toute autre solution que General Electric a été rejetée par le conseil d'administration d'Alstom, donc Mitsubishi comme le reste. Mais je reste convaincu, historiquement, que c'eût été une idée intéressante, et c'était dans le rapport à Lamberger. J'ai remis à la commission d'enquête sur Alstom de l'Assemblée nationale ce document. Je vais essayer de vous le transmettre, comme ça vous pourrez rétrospectivement réfléchir à nos futurs conglomérats. Avec qui, quoi, comment? Pardonnez-moi, mais du coup, une autre question me vient. En parlant de conglomérat, on va dans quelques temps être questionné sur finalement un démantèlement d'EDF, en tout cas une modification d'EDF, qui va probablement se spécialiser par grande activité. Est-ce que ce n'est pas contraire à la position que vous venez d'évoquer? Je n'ai pas compris à quoi ça servait. Voilà. Je n'ai pas compris, alors je n'ai pas les informations, je vais essayer de me renseigner, mais je n'ai pas compris quel est l'objectif quand on a... Je rappelle que l'électricité, comme les chemins de fer en France, étaient historiquement, avant la guerre, la Première Guerre mondiale et la Deuxième Guerre mondiale, étaient des sociétés privées éparpillées sur le territoire. On a constitué un réseau de manière à optimiser sa gestion. Quand vous avez un réseau, je ne vois pas pourquoi vous le coupez en tranches et revenir à la situation antérieure. Public, privé, ceci, cela. Regardez ce qu'ont fait les Allemands. Quand l'Union européenne avait obligé qu'on découpe le réseau de l'exploitation du réseau ferroviaire, ben finalement les Allemands ont dit non, pas du tout, nous on refuse ces histoires, c'est du sanskrit de talibans du droit européen, hein, c'est à peu près ça. Et donc nous, on n'en veut pas, on garde Deutsche Bahn en une seule entité. Nous, on a fait quoi? On a coupé en deux, conformément, parce qu'on est les bons élèves de l'Europe, malheureusement, et on a fait deux structures. Vous avez RFF et SNCF. Et RFF a accumulé de la dette et a commencé à faire infliger à SNCF le prix de sa dette, puisque c'était déconnecté, on construisait des lignes de façon déconnectée de leur exploitation. C'est complètement idiot, en disant qu'un jour, on va faire la concurrence sur les lignes. La concurrence, d'accord, mais la concurrence, c'est toujours la baisse des coûts. Or, la dette, c'est la hausse des coûts. Donc, est-ce qu'on ne pouvait pas mettre tout ça? Eh bien, finalement, on a refait cette unité-là. Bon, donc, et là, on va démanteler l'EDF, ne vous inquiétez pas. Dans 10 ans, on va le remettre. Voilà. Pourquoi? Parce que ça n'a pas de sens. Quand vous avez un acteur unique, et d'ailleurs monopolistique, quasi monopolistique, de production d'électricité, et c'est normal, qui, aujourd'hui, peut financer la construction de centrales? Pas Direct Énergie, non, ils n'ont pas les moyens, puisque eux, ce sont des serviciels, hein, ils font du service à l'usager. Donc, ça n'a aucun sens, et donc c'est en effet le contraire de ce que nous devrions faire. Nous devrions faire des conglomérats. Donc EDF, par exemple, devrait racheter le nucléaire d'Alstom. Ça, c'est une bonne proposition. Ouais, voilà. Et voilà pour cette audition d'Arnaud Montebourg au Sénat sur la suppression de 1000 emplois annoncés par General Electric dans ses usines françaises. L'ancien ministre du redressement productif a affirmé que s'il était encore au pouvoir, il demanderait l'annulation de la vente de la branche énergie d'Alstom à l'américain, une vente réalisée en 2014 et une annulation permise selon lui par les textes de l'accord. Arnaud Montebourg considère également qu'il faut une stratégie protectionniste pour préserver l'industrie française en proie aux intérêts étrangers et notamment à la pression américaine. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Vous pouvez revoir tous nos programmes sur notre site internet publicsénat.fr. Très bonne journée sur Public Sénat.